bien. Ben, écoutez, déjà, moi, je vous souhaite la bienvenue, Jean-Christian, de la part de tous les collaborateurs du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vous rappelle, vous êtes auteur, conférencier, accompagnateur d'entreprise. Voilà, donc je pense que vous serez très utile et votre regard nous sera très utile, puisque l'objet ici, évidemment, c'est que vous puissiez nous apporter un éclairage sur les clients et les comportements des clients. Et quand je parle de clients, c'est bien clients au pluriel, puisqu'aujourd'hui, et vous l'avez bien souligné, le Crédit Agricole se mobilise pour accompagner au mieux et faciliter la stratégie et la transformation numérique de nos clients. Et c'est clair que nous avons une responsabilité d'accompagner l'ensemble des acteurs du territoire, notamment dans ces nouveaux modèles et ces nouveaux modes de consommation. Et en fait, il y a quand même un sujet qui nous interpelle aujourd'hui, c'est que globalement, on est la première banque des professionnels du territoire, hein, avec une part de marché quasiment de 50%, et on constate que les flux, aujourd'hui, notamment sur la partie digitale, ont une croissance exponentielle. Ça veut dire que ce schéma-là, il existe, c'est un mouvement de fond, et il est tout à fait légitime qu'on se pose des questions sur quelle stratégie adopter face à ce développement du commerce et évidemment de la communication numérique. Voilà, donc la règle du jeu, si tout le monde en est d'accord, on va être en écoute active. Vous allez pouvoir nous présenter un peu vos convictions et votre manière de voir. Et je pense qu'on a prévu un temps d'échange par la suite. Et je pense qu'il ne faudra pas hésiter à vous challenger, à vous questionner. Voilà, donc je vous laisse la parole. Merci à vous encore pour avoir répondu favorablement à notre invitation et je souhaite à tous et à toutes un très bon webinaire. Bonjour à tous. Alors, je vais donc faire une intervention, comme vous venez de le dire, à peu près d'1 heure. Après, on a une demi-heure pour faire une séance de questions-réponses. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord partager un support que je vais vous commenter. Donc, ma tête va disparaître de votre écran. Et à la fin du support, on va donc pouvoir tous se retrouver en groupe pour échanger. N'hésitez pas à aussi utiliser le chat. Hein. Donc, il y a, pour ceux qui connaîtraient un petit peu moins bien Zoom, c'est un petit bouton qui s'appelle discussion, qui est tout en bas. Donc, maintenant, vous commencez à connaître. Hein. Et donc, n'hésitez pas à poser des questions. Je ne vous garantis pas que je les verrai pendant que je parle, pendant la présentation, mais je les prendrai dès la fin. Et comme ça, on va pouvoir partir de vos questions. Après, évidemment, l'idéal, c'est si vous pouvez mettre vos caméras pour la séance de questions-réponses, mais ce n'est pas obligatoire. Hein, si vous ne voulez pas qu'on voit votre intérieur parce que vous êtes en télétravail, vous pourrez le faire simplement avec le son. Il n'y a pas de souci, bien au contraire, tout le monde est le bienvenu. Alors, je vais donc commencer par partager donc, le support. Ne bougez pas, je fais une petite bêtise. J'ai failli le faire démarrer par la fin. Voilà, vous voyez bien le support? Oui, tout à fait. Parfait. Bien. Donc, le thème de cette intervention, c'est « Mais où sont passés mes clients ?» Donc, l'idée, effectivement, c'est de comprendre les nouveaux comportements des consommateurs parce que depuis 15 ans, il y a des changements, des bouleversements qui sont fondamentaux. On les a tous vécus parce que quand on est des professionnels comme vous, en fait, on est aussi des consommateurs. Donc, on voit bien ce qui est en train d'arriver dans nos comportements à nous. Mais surtout, ce qui est un petit peu perturbant pour beaucoup d'entreprises, c'est que depuis 1 an, il y a une vraie accélération dont je vais vous parler. Et non seulement il y a une accélération, mais il y a des ancrages qui se sont faits qui vont faire que les changements vont être là pour rester. Vous savez, c'est un petit peu comme parfois vous avez des commerces qui sont installés dans une rue et puis finalement d'un seul coup il y a moins de passages dans cette rue-là et finalement on s'aperçoit que 5 ans, 10 ans après, le passage n'est pas revenu. C'est-à-dire qu'à un moment donné il y a des changements de flux dans la consommation et ces changements là ils sont là pour rester.
Les estimations qu'on a fait au niveau de la transformation digitale, c'est qu'on a fait un bond en avant d'à peu près 5 ans sur la plupart des usages digitaux. C'est-à-dire que là, on est par exemple en train de faire de la visio. Il y a des personnes, il y a un an, si je vous avais dit on va faire un Zoom, vous m'auriez dit on Zoom avec un appareil photo, mais je n'ai jamais entendu parler de Zoom. Et donc, vous aviez des gens qui n'avaient absolument jamais fait de visioconférence de leur vie et qui maintenant sont habitués à en faire plusieurs fois par semaine. Donc, ces changements vont rester. C'est pour ça qu'on a besoin de s'en préoccuper, de savoir comment on va pouvoir en tirer le meilleur. Alors, je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle effectivement Jean-Christian Rivet. Je suis réseauteur. Ce que j'appelle réseauteur, c'est que je travaille beaucoup en réseau puisque je suis chef de projet dans le numérique. Et donc, mon métier, c'est d'accompagner les entreprises, d'être copilote des entreprises pour leur transformation digitale. Et je travaille en réseau, c'est-à-dire je travaille avec des gens qui sont experts dans différents domaines. Alors, ça peut être le développement de sites web, la création de contenu, etc. Alors, pourquoi je dis copilote? Parce qu'en fait, j'ai un positionnement qui est différent de la plupart des prestataires qui, eux, sont des agences, c'est-à-dire qu'ils vont vous créer en fait les outils dont vous avez besoin. Moi, en fait, je vais vous aider à choisir ces outils et à les utiliser dans votre entreprise. Donc, en fait, je suis en assistance à maîtrise d'ouvrage, mais du côté de l'entreprise et non pas en agence. Alors, je suis aussi conférencier. Alors, depuis 1 an et demi, c'est évidemment plutôt de la visioconférence, hein, vous vous en doutez. Et puis, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le bonheur est dans le réseau », qui traite justement de tous ces changements-là à travers le prisme des réseaux, à la fois des réseaux naturels, les réseaux physiques, et aussi les réseaux numériques. Donc, première chose que je voulais voir avec vous, c'est de bien comprendre ce que c'est la transformation numérique. Beaucoup de gens voient en fait la transformation numérique comme l'arrivée des technologies. Alors, c'est vrai que c'est souvent ce qui a déclenché. Hein. Si vous regardez, par exemple, si vous retournez en arrière, hein, l'arrivée du téléphone, je pense qu'au début du siècle, ça a dû être le même genre de révolution que ce qu'on connaît avec Internet, nous, depuis quelques années. Je pense que l'arrivée de la voiture, ça a été la même chose. L'arrivée de l'ordinateur, que moi j'ai connu, que certains d'entre vous ici ont peut-être vécu. L'arrivée de l'informatique, moi, ça a été une révolution. Je travaillais dans une banque à l'époque. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces technologies, en fait, elles induisent automatiquement des comportements. Et effectivement, pour ceux ici qui ont, par exemple, un smartphone, jamais vous n'auriez réclamé ou imaginé un smartphone, mais le jour où ils sont arrivés sur le marché, au bout de quelques mois ou quelques années pour certains, d'un seul coup, nos comportements ont complètement changé. C'est-à-dire qu'on a laissé tomber le TomTom dans la voiture qui nous servait à géolocaliser pour prendre Google Maps, par exemple, ou Waze. Donc, vous voyez qu'en fait, la technologie, tout de suite, inclut des comportements, induit des comportements qui eux-mêmes, ensuite, derrière, font évoluer les technologies. C'est bien parce qu'on utilise tous ces outils. Par exemple, je reprends l'exemple du smartphone, qui est la vraie grande révolution de ces dernières années. Eh bien, c'est bien parce qu'on utilise les smartphones qu'à un moment donné, on nous a rajouté des nouvelles applications, on nous a rajouté des fonctionnalités et qui font qu'à un moment donné, eh bien, il y a un cycle comme ça qui se met en route. Et c'est pour ça que quand on n'a pas encore fait sa mue digitale, sa mue numérique dans son entreprise, eh bien, on a l'impression que la roue, elle tourne très, très vite. Et donc, on a besoin à un moment donné, non seulement d'en prendre conscience, mais on a besoin à un moment donné d'arrêter cette roue de tourner pour pouvoir monter un petit peu dans le bateau. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est bien comprendre qu'il y a trois grandes stratégies commerciales pour une entreprise, et en particulier avec le digital. La première, c'est de générer du trafic sur le lieu de vente. Alors, je sais qu'il y a des gens ici qui sont dans le commerce ou dont les clients sont dans le commerce. Donc là, vous savez que générer du trafic dans un magasin, ça demande aujourd'hui de la communication. Moi, je fais par exemple, en période de solde, j'accompagne des commerçants dans le fait de leur faire de la publicité sur Facebook pour générer justement ces visites sur le lieu de vente. Donc, c'est des choses qui sont de plus en plus généralisées et qu'on a besoin de prendre à bas le corps. Mais c'est aussi sur les événements, puisqu'il y a des entreprises, en particulier quand on est ce qu'on appelle en B2B, qu'on travaille avec d'autres entreprises, où les lieux de vente, entre guillemets, sont souvent des événements comme les salons. Ensuite, on a une deuxième stratégie, c'est le fait d'assurer un support à la force de vente. Alors, ça veut dire quoi, assurer le support à la force de vente? C'est générer des contacts qualifiés, générer des prospects, des leads, on appelle ça. Et puis après, une fois qu'on a des clients, c'est d'optimiser la relation client. Et le numérique va nous aider justement en dématérialisant tout ça. Et enfin, la troisième chose, c'est celle souvent que les gens voient, c'est la phase visible de l'iceberg.
c'est le côté e-commerce, alors soit auprès du client final, soit auprès de ses revendeurs, parce que parfois, quand on est fabricant ou producteur, peut-être qu'on n'a pas vocation à vendre en direct au client, mais on a besoin de mettre en place ce qu'on appelle généralement un extranet. Donc, vous voyez, en fait, c'est ces trois stratégies-là. Il y a des entreprises pour lesquelles les trois sont menées de front, d'autres où on va privilégier par exemple, le trafic sur le lieu de vente, parce qu'on est un commerce, on ne veut pas passer au e-commerce. Mais dans tous les cas, la clé, c'est de mettre le numérique au service de cette démarche-là et pas l'inverse. Il ne faut pas que vous vous laissiez déstabiliser par le numérique, mais que vous l'intégriez bien dans vos méthodologies. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Moi, j'ai un plan d'action en 4 étapes. Alors, on va voir aujourd'hui la première étape. Mais si vous répondez positivement à ce webinaire, ben, on peut animer les 3 autres étapes. La première étape, donc, c'est d'appréhender la réalité, c'est-à-dire de comprendre ses comportements clients. Quand je dis la réalité, c'est que parfois, on refuse un peu, pour reprendre paraphraser un titre de documentaire célèbre, on refuse un peu de regarder la réalité qui dérange, en fait, la vérité qui dérange. Donc là, on a besoin d'avoir un regard totalement objectif sur ce qui se passe sur notre marché et donc de voir derrière comment on va pouvoir justement rebondir. La deuxième chose, c'est qu'on a besoin aussi d'identifier les leviers. Moi, je vois des entreprises, des dirigeants, des collaborateurs qui parfois ont un petit peu de mal à s'y retrouver dans les outils ou dans les méthodes ou dans les prestataires. Moi, j'ai par exemple des clients qui me disent on ne sait pas comment choisir une agence web, ou on ne sait pas comment choisir quelqu'un qui va nous faire des vidéos, des choses comme ça. Donc là, l'idée, c'est déjà de bien comprendre quels sont les outils qui sont à notre disposition pour les choisir, parce qu'on ne va pas forcément tout prendre. Ensuite, on doit adapter son entreprise. Donc là, c'est un travail à faire en interne. Donc, ça peut être son marketing, parce que parfois, on peut avoir besoin d'adapter ses produits, d'adapter ses prix, etc. Ça peut être l'organisation. Moi, j'ai des clients commerçants qui, quand ils passent au e-commerce, s'aperçoivent qu'ils ne sont pas assez bien organisés, par exemple, pour envoyer des colis à J quand il y a une commande et que ça parte le jour même. Donc, vous voyez, l'organisation, c'est important. Puis aussi, ces outils internes. Est-ce que vous avez un outil de gestion de la relation client, ce qu'on appelle un CRM? Est-ce que vous avez, numérisé, digitalisé un petit peu tous ces process en interne? Et ensuite, quand on a fait ça, eh bien, on va pouvoir passer à la 4e étape, qui est le fait de passer à l'action. Et donc, c'est passer à l'action dans 3 domaines. C'est la communication, le commercial au sens recherche de nouveaux clients, et aussi la relation client, par exemple en faisant des emailing régulièrement ou en ayant des outils qui vont faire que les gens vont pouvoir retrouver régulièrement, retrouver facilement leur historique d'achat ou des choses comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est là où vous avez besoin aussi d'avoir confiance en vous, c'est qu'à partir du moment où vous allez mettre en place ce cycle, eh bien ce cycle, en fait, il va continuer de tourner. Et vous allez pouvoir observer non pas les comportements des clients des autres, comme on va le voir aujourd'hui avec des exemples, mais vous allez pouvoir appréhender les comportements de vos propres clients. Et c'est ça, en fait, qui est important, parce qu'à partir du moment où ce sont vos clients dont vous observez les comportements et les usages, ça veut dire que d'un seul coup, les actions que vous prenez vont être beaucoup plus profitables que c'est simplement de faire des études de marché. Et ça, vous avez tous vécu ça. Alors, quels sont justement ces nouveaux comportements d'achat? Alors, j'ai mis volontairement nouveau entre parenthèses, tout simplement parce que, en fait, c'est ni plus ni moins, les comportements d'aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que la suite logique de comportements qu'on a déjà eus. C'est-à-dire que le e-commerce, pour moi, c'est assez proche de la vente par correspondance qu'on utilisait dans les années 70 et 80. Donc, vous voyez, les nouveaux comportements, finalement, on est capable de les comprendre simplement parce que les outils sont arrivés pour les faire un peu changer. Alors aujourd'hui, on va parler de 5 comportements principaux. Le premier comportement, la première chose qui est arrivée, alors ce n'est pas chronologique, c'est par rapport à la façon dont je vais les traiter, c'est ce qu'on appelle le phygital. Alors phygital, ça paraît un peu compliqué comme terme, mais en fait, c'est très simple. C'est le physique et le digital. C'est comment ma boutique, en fait, c'est digitalisé, c'est numérisé. Quels sont les outils que j'ai mis en place dans ma boutique pour que justement les gens retrouvent un environnement un petit peu numérique? Et inversement, comment dans le digital, je retrouve ma boutique? C'est pour ça qu'on voit le fameux click and collect, le web to store qui consiste à prendre de l'information sur le web pour aller dans le magasin. Le showrooming, là, qui est l'inverse, c'est je vais dans le magasin et puis là, je vais pouvoir me connecter pour avoir des infos complémentaires à ce que je vois dans les rayons. Deuxième tendance, c'est ce qu'on appelle le social. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'on est beaucoup
on est beaucoup en train d'aller voir les avis conso, de regarder un peu, d'avoir des relations avec les marques sur Facebook, de poser des questions dans les chats, dans les commentaires, etc. Donc, le social, c'est quelque chose qui a pris une part importante dans notre décision d'achat. Ensuite, il y a le mobile, évidemment. Hein, vous voyez les gens qui rentrent dans votre boutique, ils ont souvent le mobile à la main, moi le premier. Donc, ça permet de géolocaliser. Souvent, c'est avec le mobile qu'on a trouvé votre établissement, peut-être. C'est pour ça qu'on va travailler avec Google My Business pour être bien visible dans Google. Et puis, on se retrouve de plus en plus avec ce qu'on appelle le mobile commerce. On verra ça, on va en parler un peu. Ensuite, il y a le e-commerce. Donc là, comme je vous le disais, c'est la face visible de l'iceberg avec toute la partie vente en ligne, mais avec un élément aussi important, c'est ce qu'on appelle les marketplaces, les fameuses places de marché sur lesquelles on va pouvoir aller vendre soi-même des produits sans avoir besoin forcément d'avoir son propre site web. Et puis, de façon générale, c'est la dématérialisation. Moi, par exemple, j'ai une offre de formation en ligne qui s'appelle Jouer collectif. Et en fait, cette formation en ligne, eh bien, vous achetez les vidéos, vous pouvez les faire, il y a des cahiers d'exercices, il y a des supports, etc. Et tout ça, c'est totalement dématérialisé et vous pouvez même le faire quand vous voulez. Donc, vous connaissez déjà ce principe-là, évidemment, sauf qu'aujourd'hui, on le retrouve pratiquement dans tous les secteurs d'activité. Si ça se trouve, vous avez acheté récemment un produit ou un service ou un logiciel ou des choses comme ça, et on vous a proposé des formations en autonomie. Et enfin, la dernière tendance qui a été bien boostée cette dernière année, c'est ce que j'appelle les achats éthiques, la consommation éthique, et en particulier les gens qui sont en train de focaliser sur le circuit court, sur le bio, sur la frugalité, vous savez, le fait d'utiliser moins de ressources pour faire des choses. C'est ce qu'on voit par exemple en faisant une visio, au lieu de tous se réunir et de prendre notre voiture pour aller faire cette intervention sur un petit déjeuner physique. Et puis après, il y a l'économie circulaire, donc on va le voir tout à l'heure, on va en parler avec le fait de vendre des produits d'occasion. Alors, le fameux phygital, le fameux digital dans le physique. Alors, je vous montre ici à gauche quelques exemples. Vous avez en haut, c'est la possibilité d'avoir une navigation en réalité augmentée, en réalité virtuelle chez Decathlon, donc avec un masque de réalité virtuelle pour se mettre en situation par rapport à des produits. Vous avez aussi, on a vu arriver pendant la période de rentrée de l'automne, vous savez, on ne pouvait pas consulter des cartes dans les restaurants papier, donc on a commencé à nous mettre des tablettes où on était amené, nous, à flasher un code pour aller voir le menu. Et puis, vous avez chez Sephora la possibilité de faire de la commande en ligne à l'intérieur du magasin pour des produits éventuellement complémentaires de ce qu'il pourrait y avoir dans le magasin ou simplement parce qu'on voudrait faire sa commande en autonomie. Donc, ça veut dire quoi, le phygital? C'est le fameux web to store. Je vais prendre de l'information sur Internet et je vais être dans le magasin. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez beaucoup de gens qui vous disent quand le client arrive, finalement, souvent il en sait autant que moi, même peut-être plus, par exemple, sur la concurrence que mes vendeurs. Donc, c'est souvent ça. Le click and collect, vous connaissez, on en a entendu beaucoup parler, c'est je commande en ligne et je vais chercher dans le magasin. Il faut savoir que c'est des parts de marché qui sont très importantes. La réalité virtuelle, donc l'exemple qu'on voit ici avec le magasin pilote de Decathlon, le paiement automatique, le paiement numérique, avec le paiement en ligne, le showrooming, où là, je vais être, comme on le voit avec Sephora, dans le magasin et je vais pouvoir accéder à Internet. Et puis après, on a une disponibilité qui est élargie, c'est-à-dire que dans votre magasin, vous pouvez avoir des produits qui ne sont pas présents physiquement parce que vous ne pouvez pas non plus avoir tout. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait déjà. Si vous alliez dans une librairie, vous pouviez commander un livre et vous l'aviez quelques jours après ou le lendemain ou le surlendemain. Il y avait déjà des magasins qui étaient dans cette démarche-là. Mais là, aujourd'hui, c'est pratiquement dans tous les produits. Donc, souvent, c'est lié avec le click and collect. Voilà donc quelques exemples sur le phygital. Donc, à vous de vous poser la question de comment vous pouvez intégrer certains de ces éléments. Donc, le but, ce n'est pas d'avoir des énormes bornes interactives dans votre commerce, ce n'est pas forcément l'objectif, mais de voir comment vous pouvez être facilitateur de ce côté-là. La deuxième tendance, c'est la fameuse tendance sociale. Alors, c'est intéressant parce que les statistiques nous montrent que 60%, c'est même 62% des décisions d'achat sont prises avant de rencontrer un vendeur ou un commercial. Et donc, la décision d'achat, ça veut dire que ce n'est pas seulement de l'information sur les produits qu'on a, ce sont aussi des informations sur quel produit plutôt que tel autre et surtout quel magasin plutôt que tel autre par rapport peut-être au prix ou par rapport aux avis que les gens vont donner.
Alors, je vous montre ici un exemple que je trouve intéressant. C'est ce que fait quelqu'un qui s'appelle, alors moi je l'appelle Fred de Beaux-Arts parce que c'est c'est son pseudo. Je crois que je ne connais même pas son nom de famille, mais c'est quelqu'un, par exemple, qui est indépendant et qui est passionné, comme son nom l'indique, des beaux-arts, et qui en fait utilise les réseaux en faisant des tutos pour montrer comment utiliser ces produits. Donc, comment utiliser les produits pour faire de la peinture, des produits pour faire telle et telle activité artistique. Et ensuite, sur son site, en fait, il a deux types de produits. Il a les produits qu'il vend, donc il a un site e-commerce, et il a aussi des formations qu'il peut vendre de quelques dizaines d'euros où vous apprenez à faire différentes activités artistiques. Alors, vous voyez, c'est quelqu'un qui a démarré il y a moins de 10 ans, il y a quelques années. Donc, c'est un client d'un client, en fait, qui travaille dans une agence, travaille dans le e-commerce, qui a comme client. En fait, vous voyez, il a 45 000 abonnés sur YouTube. Parce que finalement, quand vous regardez sur YouTube et vous cherchez des conseils dans ce domaine-là, il n'y a pas autant de choses que ça, et surtout de façon aussi qualitative avec des dizaines et des dizaines de vidéos. Alors, évidemment, il a mis plusieurs années à faire ça. Je ne suis pas en train de vous dire que vous avez besoin de créer des dizaines de vidéos cet été pour être prêt en septembre, mais il faut savoir que ça va permettre comme ça de partager sa passion. Donc ça, c'est le premier élément qu'amènent les réseaux sociaux. Ensuite, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il démontre sa valeur. Il démontre à quel point c'est quelqu'un de compétent. Donc, ça veut dire qu'au moment d'acheter un produit, au moment de choisir une nouvelle solution, je vais plutôt avoir tendance à me tourner vers lui parce que justement, il m'a démontré à quel point il était compétent et pertinent. Ensuite, c'est pour lui l'occasion de dialoguer avec son marché. Donc, il a beaucoup de commentaires sur ses vidéos, il a beaucoup de commentaires dans ses réseaux. Donc, ça lui permet toujours d'être en permanence en veille avec ses clients et d'être facilitateur avec lui. Et puis, il fait quelque chose que je trouve très intéressant, que vous pouvez peut-être faire dans votre métier selon votre activité, c'est qu'il met en valeur ses clients en les interviewant et en montrant les réalisations de ses clients. Et on voit de plus en plus ça, en particulier sur Instagram, pour ceux qui utilisent, qu'à un moment donné, on dise, je vais vous montrer ce qu'un de mes clients a fait avec mes produits ou avec mes conseils. Et souvent, ces gens-là sont ravis de le faire. Évidemment, ça entretient la relation à long terme, puisque là, dans tous les cas, à partir du moment où j'ai commencé à suivre quelqu'un comme ça, j'ai envie de rester abonné, surtout si c'est quelqu'un de sympa et qui a de bons conseils. C'est comme dans la vie de tous les jours, ce n'est pas le numérique qui fait ça. Et puis évidemment, on a une prospection extrêmement ciblée, parce que là, quand les gens viennent et s'abonnent à sa page YouTube, à son compte YouTube, il y a quelque chose qui est clair, c'est qu'on sait que c'est exactement les gens qui sont dans notre cible et qui ont la même passion que nous et qui sont des clients potentiels. Parce que l'objectif, ce n'est pas d'avoir une grosse audience, l'objectif, c'est d'avoir une audience qui est une audience qui correspond exactement aux personnes que l'on cible. Donc là, je vais vous montrer un deuxième exemple au niveau social. C'est quelqu'un qui est présent sur le groupe. Alors, il ne s'appelle plus le groupe le marché de Noël virtuel des créateurs et commerçants de 86, qu'on n'est plus à Noël, mais c'est donc le groupe des créateurs et des commerçants du 86. Qui avait été mis en place par Élodie Rivet, quelqu'un qui n'est pas de ma famille, mais qui a mis ça en place avec d'autres professionnels. Et c'est un groupe sur Facebook qui met en relation l'offre des commerçants, créateurs, artisans locaux avec les gens qui sont abonnés. Donc là, c'est quelqu'un qui a aussi… excusez-moi, je suis en train de m'apercevoir, je n'ai pas branché mon PC, je fais une toute petite pause de quelques secondes. Me revoilà, excusez-moi, une petite erreur de préparation. Donc, c'est quelqu'un aussi qui a donc un profil sur Facebook, qui a aussi une page pour son entreprise, et vous voyez, qui en fait va faire la promotion de son travail. Alors là, on est plutôt sur une démarche auprès d'une clientèle particulier. J'ai aussi accompagné un producteur de cognac qui, lui, avait une démarche évidemment auprès du particulier, mais surtout auprès de revendeurs. Et voilà un exemple d'utilisation de LinkedIn pour les gens qui seraient plutôt ce qu'on appelle en B2B. C'est le fait d'aller rechercher, par exemple, pour toucher les cavistes. Donc là, c'était les cavistes Nicolas, en l'occurrence, c'est d'aller rechercher dans LinkedIn
les différents profils des personnes qui sont, cavistes donc, dans le réseau Nicolas. Une fois qu'on a recherché ces personnes-là, eh bien, leur envoyer un message en disant bah, « Tiens, on a une offre pour les cavistes. Peut-être que ça pourrait vous intéresser. Est-ce que vous verriez ça dans vos rayons ?» Donc là, il y a eu quelques dizaines de réponses. Et la plupart des réponses disaient « Oui, mais nous, on passe par notre centrale d'achat. » Donc là, ce qu'ils ont fait ensuite, c'est qu'ils ont contacté les personnes de la centrale d'achat en disant ben voilà, on a fait un petit sondage auprès de votre réseau et il y a pas mal de vos affiliés, vos adhérents qui seraient intéressés par nos produits. Donc, vous voyez, ça permet de faire une entrée en matière, de se faire connaître auprès des revendeurs et de faire une entrée en matière beaucoup plus qualitative auprès de la centrale d'achat. Donc, vous voyez, que vous soyez en B2C ou en B2B, vous touchez le particulier ou le professionnel, il y a énormément de leviers dans les réseaux sociaux pour faire votre commercial et votre relation client. Troisième tendance, c'est la tendance du mobile. Alors, la tendance du mobile, c'est quoi? Eh bien, vous connaissez. Hein. Donc, dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'on a? On a une communication qui est permanente. C'est-à-dire que les gens sont connectés en permanence. Vous avez remarqué, hein, vous êtes en réunion avec quelqu'un, puis d'un seul coup, il jette un œil à son téléphone, tout simplement parce qu'il y a une alerte qui passe. C'est pour ça, moi, j'ai mis le mien pour ne pas laisser tenter. J'ai mis le mien en mode avion pour être sûr de ne pas être tenté. Donc, communication permanente. Donc, ça veut dire qu'à tout moment, si vous envoyez un message dans une messagerie, par exemple, vous avez de fortes chances que dans moins d'une heure, la personne puisse l'avoir. Ensuite, ça permet de géolocaliser. Alors, non seulement ça géolocalise pour trouver un établissement, pour trouver un magasin, un resto, etc., mais ça géolocalise maintenant aussi dans les magasins. Vous avez, je crois que c'est Leroy Merlin qui est en train d'ouvrir ce type de service-là, c'est-à-dire que vous aurez l'application Leroy Merlin et en fait, ça vous guidera dans le magasin pour repérer à quel endroit est le produit que vous cherchez. Donc, vous imaginez un petit peu le confort qu'il peut y avoir. On a toute sa vie dans sa poche. Ça a dû vous arriver, ça, à un moment donné, d'être en déplacement et de finalement vous apercevoir qu'entre le drive, le mail, les messages que vous aviez déjà envoyés, toutes vos photos stockées, etc., que finalement, vous pouviez pratiquement, avec votre téléphone, faire la même chose que vous pourriez faire avec votre ordinateur. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la plupart des gens, ils prennent des décisions très, très rapidement. Et donc, il ne faut pas forcément s'inquiéter quand ils rentrent dans notre magasin, par exemple, et qu'ils sortent leur téléphone. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils vont acheter en ligne au lieu d'acheter chez nous. Ça veut dire simplement qu'ils ont besoin d'accélérer leur processus de décision. Ensuite, c'est un nouvel outil de paiement, c'est-à-dire que de plus en plus de gens utilisent ça pour payer. Hein. Donc, là aussi, ça raccourcit les délais de transaction. C'est un équipement qui est complètement universel, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a pratiquement, je crois qu'on a 95% des actifs, 98% des actifs qui ont un téléphone mobile. On n'a plus que 2 fournisseurs, donc c'est Android ou iOS. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, on est à peu près stabilisé au niveau du marché et que ce n'est pas le fait qu'on ait des marques différentes de téléphones qui changent quoi que ce soit. Et enfin, c'est un outil qui est omniprésent. Comme je vous le disais, on l'a en permanence avec nous. Et donc, voilà, à partir du moment où on a pris conscience de ça, on sait qu'on va pouvoir s'appuyer sur ces outils. Alors évidemment, c'est des outils un petit peu techniques. Donc là, vous avez généralement besoin d'une agence, si vous avez besoin d'une application ou d'un site web qui va être, comme on dit, responsive. Mais vous allez voir que ça peut vous amener vraiment beaucoup, beaucoup de business. Alors, comment on va utiliser ça? Bien, je fais là un petit aparté quand même, c'est que vous avez besoin d'utiliser ces outils-là à chaque étape en fait, du processus d'achat. C'est-à-dire qu'avant, comment est-ce qu'on l'utilise? Comme on disait, on géolocalise. On compare les produits, on compare les fournisseurs, on compare les prix. Ensuite, on va aller chercher des avis. C'est pour ça que je disais que c'est très social, un téléphone. Chercher des avis et aller voir les commentaires. Alors, soit sur les réseaux sociaux, soit sur des plateformes style TripAdvisor, par exemple, on est dans la restauration. Mais c'est vrai aussi de plus en plus qu'on va regarder dans Google Maps, quand on aura géolocalisé, quels sont les avis aussi et les notes, en fait. Donc, vous avez besoin de vous préoccuper des notes que vous avez sur Google. Et ensuite, on va aussi chercher des promotions et des bons plans. C'est-à-dire que moi, j'ai vu plein de gens fonctionner comme ça, des gens qui sont entre guillemets, des acheteurs professionnels, même si c'est des particuliers, qui, à chaque fois qu'ils sont en train de rentrer dans un magasin, vont voir sur des plateformes, des applications, s'il n'y aurait pas un petit bon de réduction, un petit bon d'achat, un bon plan pour rentrer dans ce magasin. Donc là, avant, c'est de plus en plus stratégique.
Donc, quand je suis en acte de vente, je vais comparer sur le lieu de vente. Il y a peut-être des gens ici qui ont fait ça, mais vous savez, si vous avez une application Amazon sur votre téléphone, vous pouvez scanner le code barre du produit dans le magasin et finalement, Amazon va vous renvoyer tous les mêmes produits qu'il y a à vendre. Donc, ça veut dire que là, à un moment donné, ça va me permettre de voir s'il y a un bon rapport qualité-prix. Ça ne veut pas dire, une fois plus, que je vais aller sur Amazon l'acheter au lieu de l'acheter dans votre magasin. C'est-à-dire simplement que ça me permet d'établir un petit peu la valeur des choses. Donc, je vais aussi valider par rapport aux avis, même si c'est au dernier moment et pendant l'achat. Je vais localiser les produits en magasin, comme je vous disais, dans des grandes enseignes, et puis évidemment, payer les commandes. Et après, le mobile est toujours présent parce que je vais suivre la commande, suivre la livraison, donc vous avez besoin de mettre des alertes, des mails, etc. pour suivre un petit peu tout ça. Je vais moi aussi rédiger des avis et des commentaires. Je vois trop de gens qui n'osent pas demander à leurs clients des avis, en particulier dans la restauration. N'hésitez pas à aller demander à ce que les gens mettent des avis et des commentaires, surtout s'ils partent de chez vous avec le sourire, évidemment. Ensuite, il y a quelque chose dont on va parler aussi un peu, c'est la revente des produits d'occasion, c'est-à-dire que vous avez des gens qui vont aller acheter un produit et finalement derrière ils vont le revendre, soit eux, soit la personne à qui on l'a offert. C'est pour ça que Cdiscount a monté une plateforme d'occasion comme ça, parce qu'ils savent qu'il y a des milliers de gens qui revendent leurs produits. Et puis avec mon mobile, je vais aussi parfois réacheter et je vais gérer mon compte client, c'est-à-dire que je vais aller, je sais pas, rechercher des factures ou des choses comme ça. Et tout ça, souvent, je vais le faire avec mon mobile. Quatrième tendance, le e-commerce. Donc là, le e-commerce, vous connaissez un petit peu les grandes données et les grands chiffres, donc je vous les rappelle un peu. On a 41 millions, plus de 41,6 millions d'acheteurs en France. La plupart des gens ont acheté de façon pas quotidienne, mais au moins hebdomadaire pendant les confinements. Donc là, c'est quelque chose d'absolument énorme. Ça fait encore une croissance de 6% du chiffre d'affaires globalement du e-commerce, tout en sachant qu'il y a une partie du e-commerce qui est très importante, qui est le e-tourisme, qui a disparu, qui a diminué de 40%. Donc, vous voyez un peu les chiffres qu'on aurait eu si on avait aussi pu avoir du e-tourisme. 110 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est colossal. Et en fait, la croissance du e-commerce, elle a surtout été pour les enseignes, c'est-à-dire pour les marques qui ont pignon sur rue. Alors, évidemment, plutôt les grandes enseignes avec le click and collect. Beaucoup de gens sont allés chez Decathlon, sont allés sur des plateformes boulangers, etc., pour acheter en ligne et faire du click and collect. Mais c'est vrai aussi de beaucoup de petits e-commerçants, commerçants, et qui sont passés au e-commerce. Donc, comme je vous disais, on a perdu le e-tourisme de 40%, donc vous voyez un peu les chiffres qu'on aurait eu. Et les drives a augmenté de 30%. Alors ça, c'est pareil. On sait que le drive, c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup par habitude. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez 30% de plus d'utilisation de cet outil-là, ça veut dire que c'est des types d'achats qui vont rester. Et le deuxième phénomène dont je vous parlais tout à l'heure en ce qui concerne le e-commerce, c'est ce qu'on appelle les places de marché, les marketplaces. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les marketplaces? Ça veut dire qu'au lieu d'avoir votre propre site web, en fait, ce que vous faites, c'est que vous allez sur des sites web qui existent déjà et qui permettent à des vendeurs tiers d'y aller. Donc, c'est vrai que beaucoup de gens parlent d'Amazon, mais il faut savoir que Cdiscount, la Fnac, Rakuten, donc anciennement Price Minister, Darty, Back Market pour l'occasion, etc. Tous ces gens-là, ils ont des places de marché. Il y en a plusieurs centaines en France. Alors, quel est l'intérêt de ces places de marché? C'est déjà une réciprocité de valeur. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas forcément toujours ça, mais en fait, la plupart du temps, vous ne payez à la place de marché une commission que parce que vous avez fait une vente. Donc, il y a très peu de coûts fixes, contrairement à un site e-commerce où il y a du coût fixe, où il y a besoin de faire de la promotion. Donc, ça, c'est le deuxième élément. C'est qu'on va pouvoir profiter du trafic de ces plateformes-là qui ont des millions et des millions de visiteurs par jour. Donc, ça veut dire qu'on va, au lieu d'avoir des coûts
de promotion, de référencement, de publicité, de emailing. Tout ça, ça coûte des sous. Il faut savoir que le web marketing, ça coûte à peu près 15% d'un chiffre d'affaires qu'on va créer dans le e-commerce. Donc, ce n'est pas anodin. Si vous faites 100 000 euros de chiffre d'affaires à l'année avec votre boutique en ligne, vous aurez à peu près 15 000 euros de frais de publicité et de travail de visibilité. Eh bien, en fait, globalement, ces 15%, la plupart du temps, c'est ce que vont demander les plateformes, entre 15 et 20% de marketplace. Donc, vous voyez, l'idée, c'est pas forcément un mauvais calcul d'aller sur les places de marché. Vous voyez, tout en haut ici, je vous montre Airbnb. Est-ce que vous pensez que si vous n'avez pas des plateformes comme ça, mais ça peut être aussi des plateformes de gîtes, etc., est-ce que vous pensez que ce sera aussi facile de louer votre chambre d'hôte ou votre gîte? Moi, je ne suis pas certain. Ces plateformes-là vont vraiment attirer beaucoup de clients pour vous. Maintenant, ça a un avantage, c'est que ça amène la comparaison des produits et des prix, mais évidemment, ça vous met en concurrence directe avec évidemment les autres vendeurs sur la plateforme. Ça amène aussi un frein à votre visibilité, c'est-à-dire que la plupart du temps, votre marque est cachée derrière la marque de la place de marché. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, par exemple, vendent sur Amazon et quand ils ont vendu des produits, quand ils demandent à leurs clients où est-ce que vous avez acheté ce produit-là, ils disent on l'a acheté sur Amazon. Ils ne savent pas qu'ils l'ont acheté chez un vendeur tiers. D'ailleurs, il y a peut-être des gens ici qui ont vécu ça. Moi, je me souviens, j'étais chez Darty il y a quelques mois où il y a quelqu'un qui est rentré chez Darty et qui a demandé absolument au vendeur le même prix qu'il avait vu sur le site de Darty. Et le vendeur avait du mal à lui expliquer qu'en fait, c'était un vendeur tiers qui vendait ça en fait sur la place de marché de Darty. Ce n'était pas Darty qui était à ce prix-là. Et donc, il a fallu, la négociation était assez difficile. Donc, voilà, c'est un frein à votre visibilité. Les gens, vous êtes un peu cachés derrière Amazon. Et comme je vous le disais, vous avez une concurrence frontale. C'est-à-dire que si vous vendez votre produit 50 euros et qu'il y a quelqu'un sur la place de marché qui le vend à 49,90 €, si c'est le même produit, il est évident que c'est votre concurrent qui va le vendre. C'est pour ça qu'il y a des outils qui permettent d'être toujours bien positionnés par rapport à ce positionnement prix. Donc, faites attention, être sur une place de marché, ça demande quand même du pilotage. Dernière tendance, l'achat éthique. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses autour des circuits courts, autour du bio, autour de toutes ces choses-là. Il y en a un que j'aime beaucoup dans les changements. J'ai fait allusion tout à l'heure avec ce groupe des créateurs et des commerçants dans le 86. C'est ce que j'appelle le travail collaboratif, c'est-à-dire toute la consommation collaborative. Donc ça, généralement, c'est né beaucoup des circuits courts, des prestataires, des fabricants, des producteurs qui ont décidé qu'ils allaient souvent se regrouper pour justement se rendre plus visibles auprès des consommateurs locaux. Après, vous avez la fameuse économie circulaire, c'est-à-dire qu'on voit, par exemple, il y a une plateforme qui s'appelle Recycle Livre. C'est tout simplement une plateforme où vous envoyez vos livres et ils vont être revendus d'occasion. Et en plus, il y aura une partie du chiffre d'affaires, je crois 10%, qui va être reversé à des organisations, des associations caritatives. Donc, cette notion d'économie circulaire, c'est d'arrêter de jeter et de réutiliser les produits. On va en parler tout à l'heure avec les produits d'occasion. Le collaboratif amène aussi un tiers de confiance, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez, par exemple, dans le groupe des créateurs et des commerçants, des gens qui sont modérateurs et qui vérifient bien que la personne qui présente ses produits, c'est vraiment un créateur, c'est vraiment de quelqu'un de local, eh bien, je me dis, donc j'ai confiance, donc je vais pouvoir m'adresser à ce prestataire-là et à ce fournisseur-là, parce que justement, il y a des gens qui m'aident dans le fait d'avoir confiance. Ensuite, ça mène évidemment beaucoup d'interactivité, puisque à partir du moment où je suis sur le web, je peux poser autant de questions que je veux et être très proche. Ça permet aussi du co-développement. Moi, je travaille beaucoup avec des prestataires locaux dans mon métier. Pourtant, moi, je ne suis pas dans le commerce ou dans le produit physique, je suis dans le produit numérique, mais on a beaucoup d'actions. Par exemple, les webinaires, on les fait souvent à plusieurs. Les formations, j'ai des intervenants sur mes formations. On intervient 3, 4, 5 chez des clients pour apporter le meilleur service et couvrir tout le prisme en fait de ses besoins. Donc, ce co-développement, moi, je vous engage vraiment à aller là-dedans, puisqu'en plus, il y a beaucoup de clients pour qui le fait de ne pas travailler seul est devenu un gage de qualité.
Et puis évidemment, tout ça, ça apporte du revenu, parce qu'à partir du moment où on travaille de façon collaborative, eh bien, ça permet comme ça d'amener des revenus. Alors, je vais vous donner un exemple. Vous prenez l'exemple de Blablacar. Blablacar, c'est de l'autostop finalement, quand on y réfléchit bien. Sauf qu'il y a le tiers de confiance, c'est l'application. Vous avez de l'interactivité, c'est-à-dire que vous pouvez aller voir les commentaires qui sont faits sur le chauffeur ou sur le passager. Et puis, évidemment, ça vous permet d'économiser des sous quand vous êtes chauffeur et d'économiser des sous quand vous êtes passager et d'en gagner quand vous êtes chauffeur. Même si on ne gagnera pas énormément d'argent avec ça, on sait que ça amène un petit complément de revenu. C'est pour ça aussi qu'on retrouve la notion de marché de l'occasion. Donc là, c'est pareil, c'est des croissances énormes cette année. Donc, c'est quand même 9% des achats non alimentaires en France, hein, là, et pas que dans le numérique d'ailleurs. Vous voyez, Cdiscount d'ailleurs a monté une plateforme qui s'appelle Cdiscount Occasion. Vous avez Le Bon Coin qui avant était simplement un site d'annonce et qui est passé au paiement sécurisé, je crois, en 2018, donc qui est en train de déployer ça. Ça correspond quand même à un acheteur en ligne sur 3 qui achète un produit d'occasion, donc souvent reconditionné. Donc, c'est quelque chose qui est assez énorme. Alors, évidemment, on le pense beaucoup entre particuliers avec des sites, par exemple, comme Vinted, mais il faut savoir qu'il y a aussi du reconditionnement professionnel. Je pense en particulier avec Back Market. Vous avez aussi donc la fameuse économie circulaire, hein, comme on voit par exemple quand vous allez aujourd'hui dans les déchetteries, vous avez de plus en plus de recycleries en proximité des déchetteries, justement, pour remettre en place cette économie circulaire. Et là, je vous le disais encore, tout ça, ça ne fonctionne que parce qu'il y a des tiers de confiance. Je ne sais pas si, par exemple, je vendrais autant de choses sur Le Bon Coin ou j'achèterais autant de choses sur Le Bon Coin si au milieu, il n'y avait pas tous ces systèmes d'assurance et de garantie qu'il peut y avoir autour de ça. Alors, si vous regardez pour avoir un ordre d'idée des acteurs sur ce marché-là, vous avez par exemple entre 2017 et 2020, vous avez la montée en puissance de plateformes comme Vinted. Alors, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, c'est la vente de vêtements d'occasion. Vous avez Back Market aussi qui est en pleine explosion, en particulier avec la téléphonie. Donc, c'est des produits reconditionnés, garantis, et c'est beaucoup porté par des outils, des produits comme par exemple les iPhones, puisque là, on peut vraiment retrouver toutes les générations d'iPhone à des prix abordables. Le Bon Coin, qui est arrivé avec 10% de part de marché sur l'occasion en 2020, alors qu'ils étaient à 0% évidemment en 2017, s'ils n'avaient pas encore leur paiement sécurisé. Là, on fait vraiment des produits comme ça. Et puis, vous avez des plateformes historiques comme Amazon ou Rakuten, donc anciennement Price Minister, pour les plus anciens d'entre nous, qui, elles, sont en train de perdre des parts de marché sur l'occasion. Alors, on dit bien sur l'occasion, les produits d'occasion, puisque Amazon, évidemment, eux, ils ont aussi beaucoup de produits neufs vendus par des prestataires tiers, des vendeurs tiers. Donc, vous voyez ici, on est vraiment dans quelque chose, dans un marché vraiment de fond. Donc, posez-vous la question si peut-être parfois, il ne serait pas intéressant de faire de la reprise peut-être de produits à vos clients pour avoir comme ça, pourquoi pas ouvrir un rayon ou avoir des produits d'occasion. Je veux dire, dans l'automobile, on connaît ça depuis très longtemps, des conditions de reprise sur des véhicules pour vendre un véhicule neuf. Donc, il faut vraiment avoir ça présent à l'esprit. Alors, je vais maintenant vous parler un petit peu d'avenir pour terminer. L'idée, c'est quel est l'avenir finalement, qu'est-ce que je vais pouvoir faire moi avec mon activité. Alors, déjà, il faut vous dire que votre avenir, il est déjà au présent. C'est-à-dire que moi, je vous recommande, par exemple, vous pouvez le faire auprès de votre conseiller, par exemple, Crédit Agricole, qui eux, ont en portefeuille énormément d'exemples de clients. Alors là, je ne vous montre pas que des clients Crédit Agricole, évidemment. Je vous montre plein d'exemples. Je vais vous montrer quelques exemples qu'on peut trouver sur le web. Mais vous dire, voilà, aujourd'hui, il y a déjà des gens qui ont fait le chemin que j'ai besoin de faire. Donc, je vais regarder ces gens-là. Par exemple, on a la fabrique de parapluies François Frère, par exemple, à Poitiers, où là, vous voyez, c'est un mélange de culture d'entreprise, un exemple. Donc, on va avoir à la fois le côté historique et en même temps derrière une activité qui est en plein essor et en particulier à l'international.
Vous avez aussi des gens qui vont être, qui vont être des producteurs. Pardon. Vous avez ici les prairies de la Gartempe. Donc là, on est avec des gens qui sont producteurs agricoles. Vous avez aussi des gens qui vont avoir là au niveau des pommes et qui vont aussi les transformer en produits finis. Ça aussi, c'est une grande tendance qu'on voit. Des gens qui étaient surtout côté production sur du produit brut, entre guillemets, je dirais, qui se sont mis à faire du produit transformé. De la même façon que les restaurateurs qui, historiquement, ne faisaient que recevoir du public, se sont mis à faire du emporté ou pourquoi pas de faire de la livraison avec des plateformes ou pas d'ailleurs. Donc, vous voyez, il y a beaucoup, quand je vous disais tout à l'heure que la troisième étape de notre cycle, c'est aussi d'adapter son marketing, c'est qu'on a un vrai besoin aussi de repenser son marketing, ses produits et la façon dont on les propose. Il y a un exemple aussi que j'aime beaucoup, c'est quelqu'un qui s'est mis dans l'indépendance, c'est une de mes anciennes élèves il y a 3 ou 4 ans, là, qui en fait est passionnée de mode et communique beaucoup dans les réseaux sociaux sur les choses qu'elle aime bien. Elle a un vrai univers, c'est vraiment quelque chose de très joli. Et petit à petit, elle s'est fait connaître par les marques. Vous voyez, quand elle se fait une photo avec les vêtements qu'elle a sur elle, elle va faire ce qu'on appelle taguer les marques. Pour dire pour faire un petit peu de recommandations de marque. Et puis petit à petit, elle s'est mise aussi à fabriquer elle-même. Donc là, vous voyez, il y a des chouchous, il y a des accessoires de mode, etc. Donc tout ça, elle l'a fait au début dans les réseaux sociaux. Et ensuite, elle a créé un blog dans lequel elle racontait un petit peu son histoire, ses aventures, etc. Et elle a mis en place une boutique en ligne. Et puis, vous voyez, ce à quoi servent les réseaux sociaux, c'est un petit peu comme tout à l'heure Fred, c'est le fait de créer des petites vidéos où elle montre comment elle travaille, comment elle fabrique. Comment elle fabrique ses accessoires, comment elle fabrique ses coussins, etc. Vous voyez, ici, on est vraiment dans quelque chose qui est extrêmement simple. On a une passion, on a un métier et on va pouvoir le créer et se faire connaître à travers le numérique et là, en particulier, les réseaux sociaux. Alors, je sais que certains d'entre vous, vous êtes dans l'autre sens. C'est vous êtes déjà en business et vous avez besoin d'utiliser les réseaux. Pour ça, je vous ai montré aussi ce fabricant, ses producteurs, etc. Et évidemment, ça marche au niveau des commerçants. Alors, est-ce qu'il y a un secret par rapport à ça, par rapport au numérique? En fait, moi, je n'ai pas vraiment de secret, j'ai simplement un petit historique à vous faire et un message. C'est laisser le passé dans le passé. J'ai un ami qui travaille sur l'industrie et qui m'a envoyé cette photo il y a quelques mois et que j'ai adoré. Il me disait, en 1890, il y avait 20 000 porteurs d'eau à Paris. Vous voyez, et ici, c'est une photo du début 1900 et quelques, et c'est le dernier porteur d'eau à Paris. Donc, vous voyez, si on regarde le passé, eh bien, on ne met pas l'eau courante à Paris, puisqu'il y a quand même 20 000 emplois qui dépendent du port d'eau. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? On va quand même mettre l'eau courante à Paris. Parce que c'est la tendance, c'est l'avenir. Enfin, évidemment, aujourd'hui, ça nous semble aberrant de garder ce système ancestral. Et c'est pour ça qu'on a besoin, là aussi, de faire la part des choses, mais de comprendre et d'accepter que certaines des choses qu'on faisait il y a 5 ans, il y a 10 ans, ou même peut-être il y a 2 ans, c'est des choses qui appartiennent maintenant au passé. Alors, je vais vous donner un petit plan d'action par rapport à tout ça. Les actions pour vous relancer, parce que vous êtes peut-être déjà dans le numérique, vous avez besoin d'un second souffle. D'abord, la première chose, c'est de décider. C'est de décider d'intégrer le numérique partout dans votre entreprise. C'est-à-dire que là, l'objectif, ce n'est pas de dire je vais faire un peu de e-commerce ou je vais faire un petit peu de Facebook, etc. Non. La transformation numérique, digitale, c'est quelque chose qui est une transformation de fond dans son entreprise. La deuxième chose, je vous le disais, c'est de comprendre quels outils et quelles méthodes utiliser. Ne foncez pas partout. Certains d'entre vous, vous avez besoin d'aller sur LinkedIn, d'autres sur Instagram. Certains ont besoin de faire du e-commerce, d'autres pas. Certains ont besoin de faire du emailing, d'autres pas. Ces outils-là, vous avez besoin de bien les comprendre de façon à ce qu'ils soient vraiment à votre service et que ce ne soit pas l'inverse et que vous n'y passiez pas trop de temps. La troisième chose, c'est d'adapter votre activité, mais très important, en vous appuyant sur votre équipe. Alors, ça peut être des choses très simples.
c'est déjà de faire un petit tour dans votre entreprise pour savoir qui a déjà des appétences au numérique, puisque parfois, c'est des sujets qu'on n'évoque pas forcément en interne. Ça peut être aussi à un moment donné de vous dire, j'ai peut-être besoin d'une ressource. Et je ne sais pas, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui cherchent des alternances pour la rentrée 2021. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez besoin, moi j'ai des clients en ce moment, ils sont en train de faire des castings pour prendre quelqu'un en interne qui va faire un peu de web marketing en alternance l'année prochaine. Ça peut tout à fait être ça. Mais dans tous les cas, ne laissez personne sur le bord de la route. Vous avez vraiment besoin d'intégrer tous les gens dans le projet et vous verrez que vous avez beaucoup plus de ressources que vous pensez. Et ensuite, la clé, c'est vraiment d'agir avec régularité et persévérance jusqu'à ce que vous obteniez des résultats. La transformation digitale, c'est 18 à 24 mois. En dessous, on ne peut pas obtenir de résultats. Donc, régularité, persévérance, ne faites pas des à-coups, vous savez, c'est une course de fond, ce n'est pas du tout un sprint. Et mon message pour terminer, et après on va passer aux questions, c'est un message qui me tient beaucoup à cœur, je publie régulièrement d'ailleurs dans les réseaux, c'est le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste espère qu'il va changer et le réaliste ajuste ses voiles. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on nous dit beaucoup d'être optimiste. On nous dit beaucoup qu'il faut voir les choses du bon côté, qu'il faut être positif, etc. Et c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, je fonctionne le plus possible comme ça. Mais ce qui est clair, c'est que cet optimisme doit être teinté de réalisme de façon à ce qu'on ajuste ses voiles. Donc, quelque part, on soit capable de s'adapter soi-même et d'adapter son entreprise.